Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier bulletin d'information hebdomadaire de veille stratégique. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2024 qui est donc marqué par cette nouveauté éditoriale pour notre communauté, notre blog d'information géopolitique. Donc je me permets tout d'abord de vous souhaiter une excellente année 2024 à tous. Je vous remercie également pour tous ceux qui, depuis qu'on a annoncé ce lancement, ont participé financièrement à la petite cagnotte qu'on a démarrée. Et vraiment, vous avez été généreux et vous nous permettez donc d'espérer que le développement de ce nouveau média sur veille stratégique a de l'avenir devant lui. N'hésitez pas à poursuivre ces donations, hein, puisque nous sommes bien évidemment dans une évolution permanente, que grâce à cette cagnotte, nous avons pu acquérir à la fois de la documentation supplémentaire, notamment des livres, hein, j'insiste toujours beaucoup là-dessus, la majorité de la documentation dont nous avons besoin pour avancer sur certains sujets cruciaux est en langue anglaise. Il faut acheter des livres aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Ils coûtent toujours relativement cher parce que ce sont des livres universitaires pour la majorité d'entre eux. Ensuite, il nous faut pouvoir développer techniquement, bien sûr, ce média à mesure que l'année va passer. Et puis aussi nous abonner à plusieurs sites très importants parce que depuis maintenant 6 ans que nous existons, on a recours aux think tanks qui donnent la majorité de leur communication gratuitement sous format PDF. Mais nous avons également besoin d'accéder à des sites payants et donc vos dons nous aident dans ce sens pour pouvoir récupérer de l'information toujours un petit peu plus euh, stratégique et un petit peu plus sensible pour pouvoir la partager avec vous. Alors, le but de veille stratégique n'a pas changé, hein. Nous sommes là pour vous présenter chaque jour un ensemble d'informations qui viennent du monde entier, en essayant d'être le plus exhaustif possible avec nos modestes moyens, hein. Et puis, à travers ce bulletin, pour la première fois, nous allons passer à une phase qu'on pourrait qualifier d'analyse. L'objectif pour nous maintenant, c'est non pas seulement de vous partager les analyses des autres, mais d'essayer, puisque c'était une de vos demandes, hein, nous répondons à vos demandes depuis maintenant plus d'un an avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, de vous fournir nous-mêmes une analyse en français par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir sur Veille Stratégique, qui globalement vient du monde anglophone, ou alors en anglais, comme c'est le cas par exemple avec le Military Summary qui est biélorusse, mais qui fournit bien sûr une version en langue anglaise pour être compris par le plus grand nombre. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous fournir toutes les semaines un bulletin d'environ 20 minutes, 25 minutes sur l'actualité la plus importante de la semaine. Et chaque mois, nous allons essayer, grâce notamment à la documentation que nous avons pu acquérir ces dernières semaines grâce à vos dons, de faire des dossiers plus importants, cette fois-ci d'environ une demi-heure, peut-être trois quarts d'heure, sur un gros dossier d'actualité et je peux d'ores et déjà vous annoncer que ce premier gros volume concernera la Chine et notamment ses forces militaires pour comprendre les enjeux qui se jouent d'ailleurs en ce moment, hein, puisque demain, 13 janvier, vont avoir lieu les élections présidentielles à Taïwan. Et vous savez que c'est l'enjeu majeur de la zone Pacifique pour les années à venir. Ça l'est déjà et ça va le rester. Et donc, il faut qu'on ait une capacité de vous proposer des informations en français autour de cette question pour que vous puissiez y voir plus clair, pour éviter que si demain, malheureusement, un conflit ouvert devait éclater, vous soyez encore aveuglé par la désinformation des chaînes d'infos en continu, comme ça a été le cas pour le conflit en Ukraine. Alors, en ce qui concerne donc ce premier bulletin, eh bien écoutez, les choses sont assez simples malheureusement au niveau des sujets que nous souhaitons aborder. Nous allons bien sûr parler de la situation en Ukraine, de la situation puisque c'est arrivé cette nuit en mer Rouge et au Yémen, de la situation entre Israël et la Palestine,
Et puis nous terminerons par ce qui a fait le début de l'actualité, enfin l'actualité pardon en début de semaine, à savoir les problèmes que rencontre l'Équateur avec les narcotrafiquants depuis depuis lundi dernier. Voilà. Et puis donc, comme je viens de le dire, nous attirons votre attention sur le fait que demain, donc élection présidentielle à Taïwan. On vous mettra en lien le dernier papier que nous avons traduit sur les enjeux de cette élection par rapport aux relations entre Taïwan et la Chine, de telle sorte à ce que vous ayez déjà, avant le grand dossier de présentation des forces armées chinoises et des enjeux stratégiques en fin de mois, début février, au plus tard, vous ayez déjà pour ce week-end un article qu'on a traduit en fin de semaine dernière, si ma mémoire est bonne, afin d'avoir une idée la plus précise possible de ce qui se jouera demain et dans les semaines qui viennent autour de cette élection. Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, eh bien, la situation en Ukraine est tout à fait intéressante, hein. Je vous renvoie entre guillemets le pont entre cette communication et puis ma dernière intervention sur TV Liberté. Aujourd'hui, la situation en Ukraine ne cesse de se dégrader d'un point de vue général. Sur le terrain militaire, je ne vais pas revenir sur le détail des opérations dans tel ou tel secteur parce que pour le moment, les Russes, on va être très général, hein, les Russes sont à l'offensive dans plusieurs secteurs, mais mènent des opérations offensives à une échelle locale, hein, peut-être dans certains secteurs comme dans le nord, entre Kupiansk et Kremena, avec un aspect un peu régional, pourrait-on dire. Mais on est sur des actions limitées sur plusieurs secteurs, c'est ça qui est intéressant, des actions offensives limitées sur plusieurs secteurs. L'objectif est vraisemblablement un remodelage de la ligne de front avant la fin de l'hiver et l'arrivée à nouveau de la Rasputissa de printemps, pour qu'au début de l'été, en fonction de la météo, mi-mai ou fin mai ou début juin, les Russes aient la capacité, si c'était nécessaire pour eux, de lancer des opérations offensives d'une envergure plus importante pour notamment achever la reconquête de tous des 2 oblasts du Donbass. Voilà, donc aujourd'hui, voilà ce qu'on peut dire sur les opérations militaires sur le terrain. On a des gains territoriaux qui restent très limités, les combats restent très intenses, parce que, je le rappelle, la stratégie russe depuis le mois de d'octobre-novembre 2022 est une stratégie d'attrition en posture défensive. Les Russes ont été bien évidemment, en attaquant l'Ukraine, dans une posture offensive en février 2022 jusqu'environ le mois de juin-juillet, avec les dernières conquêtes sur Lysychansk et Severodonetsk. Et puis depuis, ils se sont placés dans une situation qui correspond, je le rappelle une fois de plus, à la vision développée par Zvietchine dans son livre Stratégie, qui est donc la possibilité de basculer en posture défensive pour engager l'attrition des forces adverses jusqu'à ce que cette attrition soit suffisamment aboutie pour à nouveau repasser en phase offensive mobile et active. Voilà, donc les Russes n'ont pas changé de stratégie depuis donc octobre-novembre 2022, enfin on va dire novembre 2022 avec le repli opérationnel opéré de l'autre côté du Dniepr dans le secteur de Kherson. Et donc aujourd'hui, les offensives qui sont menées sont des offensives de détail dans plusieurs secteurs pour fragiliser l'effectif de l'armée ukrainienne et contraindre cet effectif à vivre de manière tendue, et non pas de pouvoir recomposer des réserves stratégiques pour relancer éventuellement une offensive dans un ou plusieurs secteurs du front, comme on l'a vu cet été. Alors, du coup, l'armée ukrainienne est dans une situation absolument catastrophique, si on en croit la colère piquée récemment par Zaloujny devant la Rada en termes d'effectifs disponibles, hein, puisque là, on nous annonce que voilà, on a des officiels ukrainiens qui avouent maintenant face caméra, hein,
on essaiera de vous mettre l'extrait, qui vous disent bon bah voilà, ça y est, c'est fini, on a perdu 500 000 hommes, faut arrêter de se mentir. Faut dire aux gens les choses en face, on a perdu 500 000 hommes depuis le début de la guerre, et Zaloujny dit bah il nous en faut probablement autant aujourd'hui pour pouvoir combler ces pertes. Or, le problème, c'est que d'une part, voter une loi pour mobiliser un tel effectif semble poser d'énormes difficultés politiques parce qu'on voit bien que la population ne suit absolument pas, qu'elle n'est absolument pas favorable à une telle levée en masse, que de nombreux jeunes Ukrainiens tentent de fuir par tous les moyens le pays. Certains y parviennent, d'autres non, et se retrouvent renvoyés sur le front. Mais c'est surtout que pour pouvoir former une telle masse correctement et l'instruire pour pouvoir participer à des combats de haute intensité comme ceux qui peuvent se livrer, même si ce sont des combats sur des échelles limitées, hein, comme je viens de l'expliquer, si vous allez dans le chaudron en cours de constitution d'Avdivka, si vous allez sur Novomykhailovka, etc., il faut avoir une instruction poussée et un aguerrissement important, hein, parce que là, les combats sont très rudes. Ils engagent des effectifs qui sont certes limités, mais les appuis-feu sont tellement importants que si vous n'avez pas été formé correctement, on vous envoie finalement à la mort. Pas grand-chose, hein, sinon pour combler les trous. Donc on sait aujourd'hui que la formation et l'instruction d'un fantassin requièrent minimum 2 à 3 mois pour qu'il soit formé très correctement. On peut éventuellement diminuer ce temps d'instruction, mais plus on le diminue, moins on donne de capacité de survie aux individus concernés. Et alors ensuite, quand on parle des tankistes, quand on parle des artilleurs et de toutes les armes qu'on a qualifiées autrefois de l'adjectif de savantes, eh bien là, c'est encore plus long. Et donc, à part imaginer que ces 500 000 nouveaux appelés sous les drapeaux vont être envoyés, comme je ne cesse de le dire, comme une espèce de Volkssturm pour boucher les trous, en espérant que ça suffira pour endiguer toute velléité offensive russe, c'est, à mon avis, enfin, c'est une ineptie sans nom pour à la fois la stratégie militaire ukrainienne et puis, bien sûr, pour la démographie de l'Ukraine terme. Voilà. Alors, si en plus on couple ça au problème donc d'approvisionnement à la fois en missiles anti-aériens, en artillerie, hein, je vous renvoie aux derniers chiffres qui ont été publiés par le Wall Street Journal. On sait aujourd'hui que les Russes sont à nouveau passés à 10 000 obus au niveau de leur consommation quotidienne quand les Ukrainiens sont retombés. Ils étaient à 6 000 l'été dernier, ils sont retombés à 2 000. Donc on voit bien que l'écrasement des lignes ukrainiennes se poursuit grâce à l'intervention des accords d'importation de munitions, hein, entre la Russie et la Corée du Nord. On a vu que ça portait également ses fruits en ce qui concernait les missiles, puisque donc les Russes ont décidé de lancer une nouvelle campagne de frappe dans la profondeur avec leurs missiles depuis la fin 2023. L'objectif a été, semble-t-il, donc de détruire un maximum de centres industriels, enfin liés à l'industrie d'armement ukrainienne, notamment en ce qui concerne les drones, les éventuels entrepôts de stockage, des scalps fournis par les Européens et des stocks de missiles patriotes fournis par les États-Unis, que l'objectif a aussi probablement été de décapiter à nouveau le C4 ISR ukrainien en menant des frappes sur des quartiers généraux, probablement pour certaines avec succès, et enfin de refrapper à certains endroits l'infrastructure énergétique pour empêcher notamment le chemin de fer ukrainien qui est électrifié à 95%, de pouvoir assurer les transferts à la fois de munitions, de logistique et puis les redéploiements éventuels d'unités. Donc la situation du pays n'est absolument pas meilleure qu'elle ne l'était lors de mon intervention sur TV Liberté à l'automne dernier. Elle ne fait que se dégrader et l'attitude des États-Unis aujourd'hui reste toujours la même, c'est-à-dire que l'aide à l'Ukraine, c'est le dernier souci aux États-Unis, hein. Tous les regards américains sont tournés vers le Moyen-Orient, avec d'autant plus, là nous allons l'aborder, la problématique du Yémen.
et donc les États-Unis n'offriront plus de garanties militaires équivalentes à celles qu'ils ont pu fournir jusqu'à l'été dernier à l'armée ukrainienne. Donc la situation n'est absolument pas favorable à Kiev. Et on peut imaginer qu'en plus de ça, une fois l'élection présidentielle passée en Russie, Vladimir Poutine aura toute latitude pour pouvoir donc effectivement mener, si nécessaire, des opérations offensives sur une échelle beaucoup plus importante pour profiter de l'éventuel épuisement des forces au sens humain et matériel que Kiev est en train de subir. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la situation générale en Ukraine. Et puis donc sur le terrain, je vous dis, je pense qu'on est sur un remodelage du front et pas sur la préparation, mais sur la préparation du front pour une éventuelle, pour un éventuel retour offensif au printemps, enfin à la fin du printemps, début de l'été, si les conditions le nécessitent, parce que les Russes n'ont absolument pas besoin de se précipiter pour repasser à l'offensive en risquant des pertes, etc. Ça n'est absolument pas dans leur intérêt. Ah, la situation est extrêmement favorable pour les Russes, malgré, effectivement, ils ont des pertes qui s'élèvent, d'après ce que disent les médias russes en exil d'opposition. On a franchi, selon les derniers chiffres que j'ai pu consulter, les 40 000 morts avérés, dans les rangs de l'armée russe depuis le 24 février 2022, et donc avec environ 100 000 pertes, globales quand on compte les blessés, alors que de l'autre côté, les Ukrainiens avouent eux-mêmes qu'ils sont à 500 000, c'est-à-dire que leur rapport de perte est de 1 pour 5. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la situation de l'Ukraine. Alors, en ce qui concerne l'autre sujet d'actualité depuis le mois d'octobre, c'est bien évidemment le conflit entre Israël et les Palestiniens, et notamment à Gaza. Alors, comme je l'avais évoqué dans la chaîne Idées pour l'histoire, dont je m'occupe pour parler d'histoire militaire, j'avais évoqué ce conflit au cours d'un des épisodes par rapport à la problématique de la guerre urbaine. Aujourd'hui, il est clair qu'étant donné la façon dont Israël mène les opérations militaires, on n'est pas, on a quitté complètement au bout de quelques semaines le cadre d'une opération de représailles contre le Hamas et contre les autres mouvements de résistance palestiniens qui se sont regroupés autour du Hamas pour pouvoir mener l'opération du 7 octobre. On a appris d'ailleurs que cette opération avait été montée depuis longtemps, hein, parce que c'est évidemment c'est pas une opération qui s'est menée du jour au lendemain en gribouillant un plan d'action sur le bord d'une table, que les services de renseignement à la fois américains et israéliens avaient été informés de la préparation de cette opération, donc depuis au minimum un an avant le 7 octobre 2023, et que de manière complètement inexplicable pour le moment, personne n'a pris les dispositions nécessaires pour pouvoir la contrer le moment venu, et que on peut même considérer, comme le disent beaucoup de critiques en Israël du gouvernement Netanyahou et de sa politique, que tout a été d'ailleurs fait à l'inverse de ce qui aurait été nécessaire de faire pour contrer cette attaque, en déployant notamment la majorité des réserves de Tsahal en Cisjordanie, euh, pour protéger les colonies donc illégales qui sont implantées et qui continuent de s'implanter en Cisjordanie, et non pas pour protéger le sud-ouest d'Israël face à Gaza par rapport à cette éventualité d'une attaque du Hamas et des autres mouvements qui se sont ralliés à sa bannière pour opérer de manière plus importante et plus massive. Donc on a quitté du côté israélien le champ de toute raison. Les pertes civiles que nous donne le Hamas, le service du ministère de la Santé du Hamas nous parle d'environ aujourd'hui près de 23 000 morts, hein, c'est absolument colossal, hein, c'est plus du double des pertes civiles qui sont estimées par l'ONU pour la guerre en Ukraine, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Alors qu'on a eu des combats importants dans des zones urbaines en Ukraine, vous le savez, notamment avec Mariupol, où c'est d'ailleurs probablement là qu'il y a eu le plus grand nombre de civils tués au cours des opérations militaires.
On a aujourd'hui des chiffres qui nous disent que sur cet triste ensemble de 23 000 pertes, eh bien, on a presque allez, 4 à 5 000 enfants qui sont concernés par cette surmortalité affolante sous les bombes. On voit bien que l'objectif poursuivi par ça, ce n'est pas la destruction du Hamas et des autres mouvements de résistance, parce que tout ce qu'elle est en train de faire ne va faire qu'une chose, c'est faire émerger d'autres fanatiques qui demain recommenceront ce qui s'est passé le 7 octobre avec une telle politique. Et puis surtout, elle est en train de raser toutes les infrastructures urbaines qu'il y a dans Gaza, hein. On voit les photos satellites de la destruction par d'abord par les frappes et puis ensuite par les bulldozers israéliens. On a bien compris que là, on avait quitté le champ d'une opération militaire comme celle que l'armée israélienne a d'ailleurs pu mener précédemment dans ce secteur ou en Cisjordanie, et que les affirmations politiques qui ont été faites par certains dirigeants de l'extrême droite israélienne qui sont les soutiens de Benjamin Netanyahou au niveau de sa politique, nous laissent tout à fait comprendre que le but c'est de mettre les Palestiniens dehors, hein, puisqu'on nous parle d'aller de négociations qui auraient été ouvertes. Alors ça, c'est ce que disent ces fanatiques israéliens qui sont donc des soutiens politiques, qui sont des députés de la Knesset ou des ministres israéliens qui disent voilà. On va ouvrir, enfin, on a ouvert des négociations. Les gouvernements concernés ont du mal à l'avouer de l'autre côté en Afrique. On veut envoyer les Palestiniens qui seraient volontaires, qui au Rwanda, qui en République démocratique du Congo. Bref, on a l'impression de revivre tristement des propositions qui avaient été faites dans les années 30 à la diaspora juive européenne pour permettre d'accéder aux demandes d'Adolf Hitler de vider l'Europe de ses communautés juives. Donc, de la part des Israéliens, c'est absolument intenable, insupportable, et bien évidemment, ce qu'on ne nous dit pas tous les jours sur les chaînes d'information en continu en France, même si elles sont très critiques, je le reconnais, de ce qui se passe là-bas, hein. Je suis absolument satisfait quelque part de voir que là, les chaînes d'information françaises, les généraux de plateau, là, sont beaucoup plus critiques, se montrent beaucoup plus, libres dans leurs paroles que par rapport à ce qu'ils peuvent raconter depuis, donc près de 2 ans sur l'Ukraine, en ce qui concerne ce qui se passe, à Gaza et même en Cisjordanie, parce que c'est l'autre point, problématique. Et donc aujourd'hui, on se dit, voilà, vers quoi va-t-on? Vers quoi va-t-on? Et les Israéliens donc sont dans la rue à nouveau pour protester contre tout ça. Il n'y a pas une unanimité du peuple israélien derrière Benjamin Netanyahou pour soutenir cette politique. C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que de l'autre côté, on a des gens qui soutiennent la cause palestinienne de manière tout à fait raisonnable et sérieusement, mais qui sont des anti-israéliens rabiques qui voudraient, alors eux, mettre le peuple juif, enfin, en tout cas, les juifs israéliens dehors, parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont rien à faire là. Non, moi je suis désolé, on est plus de 70 ans après euh, les, les, les stages qui ont été faits par l'ONU, etc. Euh, c'est tout aussi fou de penser qu'on va vider Gaza et la Cisjordanie des Palestiniens que de penser qu'on va vider tous ceux qui seraient donc de religion juive d'Israël, hein. Il faut comprendre que ce sont deux folies. Il n'y en a pas une qui est plus intelligente que l'autre. Et venir nous dire que l'implantation d'un foyer national juif n'était pas une bonne idée, ça, on peut tout à fait en discuter, il n'y a pas de problème. Mais sauf que maintenant, c'est un état de fait. On n'est plus en 1948, on est en 2024, début de l'année 2024. Et moi, j'attends que ces gens-là, hein, au-delà de dire, ah bah oui, mais alors, que voulez-vous? Ils ont pas le droit d'être là, ils ont chassé les Palestiniens, etc. Maintenant, il faut qu'ils s'en aillent. Et on va les mettre où? C'est pareil. Enfin, je veux dire, on retombe sur le même problème, hein. Et donc, on voit bien que chez de nombreuses personnes qui tiennent ce genre de discours, le problème, ce n'est pas de trouver un moyen d'une coexistence pacifique entre les Palestiniens et les Israéliens. Le moyen, c'est de camoufler un réel antisémitisme derrière un antisionisme. Moi, je le rappelle, parce que je suis d'une génération qui croit encore, peut-être de manière naïve, hein, me direz-vous,
au droit international, parce que je ne veux pas que le monde devienne un véritable Far West comme le souhaitent les Américains et comme le font vivre un peu partout les Américains. Je veux que le droit international soit respecté et donc je crois aux résolutions de l'ONU. Je veux qu'Israël se conforme aux résolutions de l'ONU et je veux qu'Israël continue d'exister dans ses frontières de 1967, point à la ligne. Voilà. Et qu'elle respecte donc de fait les droits des Palestiniens en dehors de ses frontières de 1967. C'est tout. Voilà. On peut avoir des débats historiques sur fallait-il, oui ou non, qu'un État israélien soit créé, ça je suis d'accord, mais ça c'est de l'histoire. Maintenant, c'est plus la problématique qui occupe les hommes d'aujourd'hui, notamment parce qu'on sait que de nombreux Israéliens, juifs israéliens, militent dans ce sens et que c'est vers eux qu'il faut tendre la main et accélérer nos efforts pour que ces gens-là retrouvent une vraie parole politique en Israël pour mettre en œuvre cette approche qui est fondée sur le droit international et non plus sur des folies religieuses de part et d'autre. Hein. Comme le rappelait Yitzhak Rabin avant de mourir, la Bible n'est pas un cadastre, hein, c'est le droit international qui fixe les frontières, ce n'est pas un texte saint pour les uns ou pour les autres qui doit s'occuper de ce genre de choses. Voilà. Donc aujourd'hui, on assiste, alors la, la Cour pénale internationale a été saisie pour statuer à la demande de l'Afrique du Sud sur qu'en est-il de la réalité juridique de ce que fait Israël? Est-ce que c'est un génocide ou pas? Donc l'Afrique du Sud a fait son exposé hier, le 11 janvier. Aujourd'hui, l'État d'Israël et ses représentants vont pouvoir prendre la parole pour répondre à ces accusations et nous dire ce que eux considèrent. Et puis nous verrons ce que la Cour pénale internationale décidera dans les semaines à venir à l'égard d'Israël dans ces circonstances. Voilà ce que je pouvais vous dire et ce que je pouvais vous livrer comme analyse de cette situation. Alors, en corollaire de ce problème, on a vu donc que le conflit risquait donc de s'étendre avec le Liban, même si le Hezbollah a décidé de se montrer extrêmement sage et prudent, à la fois dans ses déclarations, mais aussi dans les attaques très limitées qu'il mène contre le nord d'Israël, hein, qui ne claquent pas, qui ont eu lieu en début de semaine. On oublie donc trop souvent ce qui se passe en Cisjordanie, où on a affaire à des ratonnades permanentes, des humiliations, des raids israéliens contre, alors on nous dit des terroristes du Hamas, alors qu'on nous a seriné pendant plusieurs semaines pour nous expliquer que le Hamas était contingenté à la bande de Gaza. Maintenant, on nous explique qu'il y aurait des membres du Hamas qui seraient aussi à l'œuvre en Cisjordanie, ce qui justifierait les raids que mène l'armée israélienne dans ce secteur, les raids terrestres, hein, pour capturer des membres du Hamas ou d'autres organisations qualifiées de terroristes. Et puis donc l'autre élément qui n'est pas dans la continuité territoriale immédiate, mais c'est donc le Yémen et la façon dont le mouvement Ansar Allah, qualifié ici souvent par le terme de Houthi, a décidé de soutenir la cause des Palestiniens en s'attaquant au trafic en mer Rouge, hein, pour empêcher les navires ensuite d'accéder au canal de Suez et donc faire perdre. Alors s'attaquer à des navires qui sont liés à des intérêts israéliens, il faut le rappeler. Et donc il y a eu une montée en tension puisqu'ils ont capturé des bâtiments, etc., des bâtiments civils, hein. Il y a eu une montée en tension et les Occidentaux derrière les États-Unis ont monté une coalition internationale dans laquelle il n'y a pas que des pays occidentaux d'ailleurs, mais dans laquelle la France n'a pas souhaité participer, il faut le souligner. Et cette coalition, excédée par le fait que les miliciens d'Ansar Allah n'ont pas voulu obtempérer et ont continué à attaquer des navires, eh bien, cette nuit, hein, dans la nuit du 11 au 12 janvier 2024, les navires de guerre américains et les avions embarqués de l'US Navy, ainsi que ceux de la Royal Navy britannique, ont mené un raid ils ont touché 60 cibles différentes, hein, nous dit-on, sur 16 villes ou agglomérations au Yémen.
avec un bilan qui reste à établir clairement, hein. Moi, j'enregistre ce matin à 9 heures. On verra dans le courant de la journée. Vous verrez peut-être des informations complémentaires à celles que je peux vous livrer à cette heure-ci. Et donc voilà. Un nouveau pas est franchi, hein. Hier, la marine iranienne avait dans le golfe d'Oman raisonné un pétrolier probablement pour rendre la monnaie de la pièce aux Américains qui en avaient fait autant plusieurs mois auparavant. Donc la tension est montée bien sûr d'un cran pour ces frappes. On verra si, puisque les Américains frappent souvent au cours de la nuit, pour bénéficier de l'avantage de pouvoir déployer leurs avions sans difficulté au cours de la nuit, pour éviter la DCA adverse. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que c'est à nouveau une tension qui se fait donc dans la région. L'Iran a bien sûr condamné ces frappes puisqu'elle soutient les rebelles yéménites depuis très longtemps. L'Arabie saoudite a fait part donc de sa euh, de non pas son désaccord, mais enfin dit qu'il faut se montrer très prudent parce qu'elle, elle est frontalière avec ces rebelles avec lesquels elle a été en guerre pendant très longtemps. Il faut pas l'oublier, hein, une guerre qui a été atroce et qui a fait probablement plus de 300 000 morts. Donc aujourd'hui, on verra si la nuit prochaine de nouvelles frappes ont lieu ou pas, et puis surtout on verra si les milices d'Ansar Allah poursuivent ou non leurs attaques contre les navires de commerce qui tente de repasser par le canal de Suez depuis quelques semaines, alors que la majorité du trafic maritime a été dévié par le cap de Bonne-Espérance au sud de enfin, à la pointe de l'Afrique du Sud. Voilà, donc dernier point important, je vous renvoie sur les publications, là encore, je les mettrai en lien qu'on a eu sur Veille stratégique au cours de la semaine. Vous avez eu donc un événement qui n'était pas forcément prévisible et que personne ne pouvait imaginer en Équateur. Hein. Vous avez eu donc un narcotrafiquant qui s'appelle Fito, qui s'est évadé d'une prison à Guayaquil, donc en Équateur, et ça a provoqué on pourrait dire les préliminaires d'une guerre entre l'État équatorien et les narcotrafiquants ou appelés narcoterroristes par la presse en Équateur. Donc le président de la République équatorienne Noboa a déclaré l'état d'urgence, hein. On a même vu donc ces gens-là perturber, attaquer un journal télé de la télé équatorienne. C'était dans la nuit de lundi à mardi, si ma mémoire est bonne. Et donc, voilà, on est dans une situation complètement folle aujourd'hui en Équateur, à savoir que le pays est en état de siège, l'armée et l'ensemble des forces constabulaires traquent les narcoterroristes, tentent de récupérer ce fameux Fito, qui est donc lui lié au cartel mexicain, hein, puisque le problème c'est la présence de liens entre les grands cartels mexicains et l'Équateur pour pouvoir donc acheminer encore une fois de la drogue en provenance de l'Amérique du Sud vers l'Amérique centrale avant qu'elle soit distribuée sur le marché nord-américain. Et donc aujourd'hui, on a un pays qui est non pas en situation de guerre civile, parce qu'on peut pas qualifier ces gens-là de faction politique, mais on a un État démocratique, souverain en Amérique latine qui est en lutte ouverte avec les narcotrafiquants. Et ce n'est pas le Mexique ou, comme on l'a connu il y a quelques années, le Salvador. Cette fois-ci, c'est le tour de l'Équateur. Donc c'est une situation qui est assez particulière et qu'il faut suivre avec intérêt, parce que le narcotrafic s'installe un peu partout, en dehors des frontières sud-américaines. On a vu les problèmes qui ont été soulevés aux Pays-Bas ou dans le port d'Anvers en Europe, et donc c'est quelque chose qui n'est pas nous Européens, on voit ça pour le moment encore un peu trop difficilement de loin, mais c'est un sujet qui malheureusement risque de venir jusqu'à nos portes dans les années qui viennent si la situation ne change pas radicalement. Voilà. Donc c'était donc tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour ce premier bulletin d'information.
Donc je vous dis à la semaine prochaine, hein. À chaque fois, on va enregistrer le vendredi dans la matinée, mettre en ligne le vendredi soir pour que vous ayez ça pour le week-end. Et puis, bien sûr, les liens vers tout ce dont je viens de vous parler par rapport à des articles que nous avons traduits sur Veille Stratégique pour que vous puissiez aller encore plus loin que mon propos. Donc, bien sûr, techniquement, un pouce en l'air, vous vous abonnez, vous commentez de manière courtoise et intelligente, hein. Je vous préviens tout de suite que tous les commentaires autour de la problématique de Gaza, si c'est pour entendre les extrémistes d'un camp ou d'un autre, seront systématiquement supprimés. Hein, c'est pas, nous on est là pour essayer d'avoir justement pour reparler, redialoguer, et non pas pour s'invectiver et s'envoyer des injures à la figure. Et puis, bien sûr, bah, vous aurez le lien pour pouvoir faire un don pour aider cette chaîne à se développer, hein. C'est une première pour nous. Si vous voulez que ça puisse durer au-delà de quelques semaines et puis au-delà de cette sixième année d'existence de Veille Stratégique, eh bien, comme dirait l'autre, à vous de jouer. À très bientôt.